Alors bonjour à tous, cette masterclass se tient exceptionnellement un mercredi, car c'est vrai qu'on avait notre séminaire d'équipe à Impact France lundi, mardi. On a pu discuter de beaucoup de choses, beaucoup de projets pour 2022, beaucoup de belles choses à venir. Mais les prochaines sessions se tiendront le mardi, comme d'habitude. Aujourd'hui, on commence le parcours Progress. C'est la première session d'un parcours de encore trois masterclass. On va parler évidemment de partenariat stratégique et aujourd'hui, on prend le biais de l'essaimage. Pour ça, on a la chance d'accueillir Jean-Yves Doisy de Vitamité, qui a environ 28 filiales, et également Augustin Jacquelin de Lemon Tree, qui a également essaimé sa solution partout en France, notamment avec la création d'une nouvelle entité, Lemonade. Donc on va en parler aujourd'hui. Avant de les laisser s'introduire un peu plus précisément, je vous invite à allumer vos caméras, je vois que c'est fait, et surtout à poser vos questions sur le chat. En fait, moi, je vais faire le relais entre Jean-Yves et Augustin, et vous, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. À tout moment, vous pouvez poser vos questions directement. Je ferai le relais. Voilà, je laisse Jean-Yves présenter Vitamine T un petit peu, avant de laisser la parole à Augustin. Merci, Com. Bonjour à toutes et tous. Donc, en deux mots, qui je suis. Je suis Jean-Yves Doisy, j'ai 54 ans. Je suis rentré dans l'ESS depuis tout petit, on va dire, puisque après mes études, je suis parti en coopération 2 ans au Cameroun. Et puis, en rentrant, j'ai choisi d'entrer dans l'insertion par l'activité économique. J'ai donc été chargé de développement dans une association intermédiaire, puis dans un chantier d'insertion, et puis d'entreprise d'insertion. Et puis, j'ai rejoint le groupe Vitamine T en 1998. Donc, ça commence à faire un peu, ça fait 26 ans maintenant, 25 ans que je suis dans ce groupe où j'ai dirigé différentes filiales avant d'en prendre la direction générale il y a 5 ans, suite au départ de mon prédécesseur. Vitamine T, donc, c'est un groupe qui a 43 ans d'existence, qui s'est développé au départ dans le nord de la France et puis après a essaimé en Île-de-France et puis en Champagne-Ardenne et maintenant en Bourgogne. Un groupe donc, qui s'est construit dans le monde de l'insertion vers l'activité économique, donc qui a aussi suivi les évolutions réglementaires de ce secteur-là. Et donc qui a aussi saisi les opportunités pour se développer, qui a développé donc aujourd'hui, comme l'a dit, on a 28 filiales, 29 même, puisqu'on a repris un centre de formation encore dernièrement, sur les différents outils qui sont à disposition, que ce soit l'association intermédiaire, le chantier d'insertion, l'entreprise de travail temporaire d'insertion, l'entreprise adaptée, les organismes de formation. Voilà, donc et puis, dernièrement, on a aussi développé un certain nombre de programmes d'accompagnement, puisqu'on constatait que s'il y a 20 ans, prendre une personne fragile de notre société, la mettre au travail, suffisait pour l'accompagner vers l'emploi et donc vers un avenir meilleur. Il se trouve qu'aujourd'hui, les conditions de l'environnement économique, socio-économique de notre pays ne permettent plus un parcours aussi limpide et simple, et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui restent sur le carreau, qui sont même plus connues des services sociaux de l'État ou même pas inscrites à Pôle emploi et qui restent à se morfondre, on va dire, dans les quartiers. Et donc, on a aussi développé un certain nombre de programmes pour aller vers ces personnes, aller les chercher et en nouant une relation de confiance, les remettre dans une dynamique d'élaboration de sa propre vie et donc d'entrer possiblement dans nos outils d'insertion par l'activité économique et donc de reprendre le chemin du travail. Voilà, en quelques mots, Vitamine T, c'est aujourd'hui 4 pôles d'activité. Un pôle service avec des entreprises qui font de la propreté, nettoyage, espace vert, médiation dans le métro, réparation de vélos, réparation de matériels médicaux, par exemple. Un pôle solution RH, donc qui fait du travail temporaire d'insertion et de la mise à disposition de personnes avec un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification aussi, donc des contrats d'apprentissage dans le monde du recyclage, qui fait du portage de repas à domicile, qui fait pour les personnes âgées notamment, donc tout ce qui est silver economy,
et puis tout ce qui est aussi service informatique, puisque là aussi, le digital est un vecteur d'emploi très, très important, et ce n'est pas parce qu'on a des fragilités ou des difficultés qu'on ne peut pas avoir une bonne tête et progresser ou avoir un avenir dans ce monde du numérique. Un troisième pôle, donc le pôle recyclage et industrie, où là, on a des activités qui sont plus classiques de traitement de déchets, les déchets d'équipements électriques et électroniques, puisqu'on fait partie du réseau Envie aussi, de la fédération Envie nationale. Avec, donc, nous, on gère les entreprises qui sont dans les Hauts-de-France, donc avec une des 9 plateformes françaises qui traitent les frigos notamment, et donc à Lille. Le traitement des déchets d'éléments d'ameublement, donc tout ce qui est meubles, mobilier de bureau, une entreprise qui fait du traitement de boîtes palettes et qui refabrique des meubles sur mesure à partir de boîtes palettes recyclées, une entreprise de traitement des véhicules hors d'usage, donc ce qu'on appelait une casse automobile qui est devenue un démolisseur agréé, puis un centre VHU agréé, voilà, et puis le nom change, les obligations légales changent, mais le métier est toujours le même, avec plus de rigueur sans doute aujourd'hui, et c'est une bonne chose par rapport à la protection de l'environnement. Voilà, et puis dans ce pôle, on trouve encore 2 autres entreprises, une de textile, puisque avec l'arrivée de la Covid, on a démarré une entreprise de fabrication de masques dès avril 2020, qui emploie aujourd'hui 160 personnes et qui se diversifie sur la fabrication de t-shirts et d'autres objets textiles. Et puis une entreprise adaptée qui fait de la blanchisserie industrielle, qui est basée à Pierrefitte-sur-Seine, donc en région parisienne, travaille beaucoup pour Air France. Le 4e pôle, donc, qui est un pôle tout naissant, qui est un pôle sur l'alimentation saine et durable, puisqu'il nous semble que là aussi, il y a un enjeu sociétal fort. Le bien manger et les circuits courts nous paraissent des dimensions importantes pour mieux vivre. Et donc, on développe ce pôle. Alors, aujourd'hui, on a 3 exploitations maraîchères, une sur la métropole lilloise, une en métropole dunkerquoise et puis une en Bourgogne, donc à Joigny, qui vient d'ouvrir. Et puis, on fait de la transformation de nos légumes, puisqu'on fabrique des soupes qui sont vendues notamment en grande surface spécialisée, mais pas que. Donc, on travaille beaucoup avec le réseau Biocoop sur cette dimension. Voilà donc grosso modo les quelques caractéristiques de Vitamine T. Merci beaucoup, Jean-Yves. On a une première question d'Arnold. Je vais la poser juste après que Augustin puisse présenter Lemon Tree. Bonjour à tous, merci Com. Bon, la présentation de Lemon Tree va être probablement beaucoup plus rapide que celle de Vitamine T, parce qu'on est évidemment une structure beaucoup plus jeune, beaucoup plus petite. Donc, si je démarre, Lemon Tree, c'est une structure qui a 10 ans, que j'ai co-créée avec Emmanuel, qui est mon ami de maternelle, qu'on a créé à la sortie de nos études. Donc, on est tous deux issus d'études commerciales. On avait vraiment le souhait de lancer une entreprise ensemble, que cette entreprise soit en ligne avec nos valeurs et que ça puisse nous emmener loin. C'est-à-dire que ces valeurs soient un peu le moteur de notre entrepreneuriat. On est rentré dans Lemon Tree plutôt par le sujet environnemental, en proposant initialement un service de collecte et de tri des emballages de boissons avec des automates inspirés de ce qu'on retrouve dans les pays où il y a de la consigne sur les boissons, donc en Allemagne, en Europe du Nord, dans certains États américains, en fait dans pas mal d'endroits dans le monde. Et Lemon Tree, c'est ensuite développé sur une approche plus globale avec une mission en fait d'aller sortir de l'enfouissement et de l'incinération un maximum de déchets. Donc aujourd'hui, on a une approche de pilotage de déchets pour toutes sortes de clients, avec justement une promesse environnementale pour améliorer la valorisation de ces ressources en fait, et aussi une promesse sociale, puisque depuis 2016, Lemon Tree a aussi lancé une activité d'insertion en confiant du coup toute la
la logistique, donc la collecte, le tri, le conditionnement, à une filiale qui s'appelle Lemonade et qui a aujourd'hui deux établissements, deux EI en fait, une en région parisienne et une à Marseille. Il y a évidemment d'autres éléments de développement dont on va parler, mais ça vous donne déjà un petit panorama de ce qu'est Lemon Tree. Donc aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, c'est 91 personnes, donc réparties sur 4 antennes. Le gros quand même des équipes en région parisienne. Voilà, une activité qui fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Super, merci beaucoup. Alors, j'ai mes voisins qui font les travaux. C'est vraiment le pire moment pour que ça arrive, mais ce sont les aléas du direct. Je vais essayer. Ça n'empêche pas d'avoir une discussion. Il y a une première question d'Arnold, en fait, qui n'était pas pour toi, Gilles. Je pense qu'elle était à destination de Jean-Yves quand il présentait toutes ces différentes structures. Quels sont les différents statuts de ces structures, Jean-Yves? Variés. On a la structuration juridique du groupe est la suivante, c'est-à-dire qu'on a un fonds de dotation qui est propriétaire du groupe, d'une holding, et donc le fonds de dotation est propriétaire unique, ce qui veut dire que le capital est logé tout en haut et qu'il est inconstructible, il ne peut pas être distribué. Ensuite, on a une SAS, donc Groupe Vitamine T SAS, qui gère et qui a des participations majoritaires dans chacune des filiales, voire à 100%. Et je parlerai après des JVS, des joint ventures sociales. Et puis, on a certaines de nos structures qui sont sous statut associatif encore. Mais dans les conseils d'administration de nos associations, ce sont les cadres de vitamines qui en sont membres. Et donc, tout est verrouillé. Et si on quittait le groupe, on quitte les conseils d'administration. Comme ça, tout est verrouillé et complètement désintéressé. Et on sait que c'est l'objet social statutaire qui prévaut. Après, effectivement, les outils qu'on utilise, donc, ça peut être le chantier d'insertion, forcément, sous statut associatif. L'entreprise d'insertion, la plupart de nos entreprises d'insertion sont sous statut SAS, donc soit actionnaire unique, soit un multi-actionnaire, mais avec toujours groupe Vitamine T SAS qui est majoritaire. Et puis, on a effectivement donc, entreprise adaptée qui est en SARL, et voilà pour les statuts qu'on utilise. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une première question pour vous deux. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une stratégie d'essaimage de votre solution? Augustin, tu démarres ou tu veux que je démarre? Bon, ce sera peut-être plus rapide de mon côté. Alors, nous, on est déjà dans une activité qui est, on va dire, multilocale. Donc, notre métier aujourd'hui, c'est de proposer des solutions d'amélioration de la gestion des déchets à des clients qui ont des sites, des bureaux, ça peut être des centres commerciaux, des centres sportifs. Donc, forcément, il y a une dimension locale. Et comme la promesse environnementale, elle est aussi liée à une gestion de proximité des déchets, forcément, on est pertinent dans un rayon limité que nous, on estime à 100 km autour de l'entrepôt. Donc, à partir du moment où on est dans une volonté de croissance, et notre croissance, notre moteur, c'est de se dire qu'on a une solution qui est pertinente, qui a un impact positif sur l'environnement, qui a un impact positif d'un point de vue social, donc de coupler la partie insertion et amélioration de la gestion des déchets. Donc, si on veut se développer, immanquablement, il faut créer des nouvelles antennes. Donc, ça pousse à l'extérieur notre solution. Et après, forcément, il y a plein de sujets associés, qui est l'objet de cette masterclass. C'est est-ce qu'on fait tout seul, ou est-ce qu'on s'appuie sur des structures existantes, sur des partenariats. Jean-Yves a parlé de JVS tout à l'heure, donc Lemonade est une JVS. Voilà, donc la question de l'essaimage, elle ne s'est pas posée longtemps. Par contre, la question du comment, elle est un petit peu plus technique. Et d'ailleurs, nous, on se cherche encore. Hein, c'est-à-dire que vous allez voir qu'on a pas mal, on teste des choses différentes. Et que d'ailleurs, il n'y a pas forcément une solution unique. Et je pense que côté vitamine, vu la multiplicité
des structures et des métiers, c'est probablement un peu le même constat. Oui, tout à fait. Alors, nous, la motivation ce qui nous pousse, c'est l'impact, hein, puisque c'est dans nos gènes, dans tous les statuts de chacun de nos entreprises, c'est noté comme ça. Hein, c'est permettre à des personnes qui ont des difficultés d'avancer sur leur chemin de vie, bon, donc, et de se réaliser par le travail. Donc, la première motivation, elle est morale, on va dire. C'est là où il y a là où il y a des gens qui ont des besoins, il faut y aller. Donc, on a cette flamme-là qui nous pousse. Après, c'est vrai que chez Vitamine, il y a une fibre entrepreneuriale et qu'on est plutôt des développeurs que des gestionnaires, on va dire ça comme ça, même si il faut les deux. Et surtout, ça, c'est quelque chose qui me paraît très important, c'est jamais négliger non plus. Il faut absolument éviter la fuite en avant. Et par le passé, chez Vitamine T, on a eu parfois des travers à sauter un petit peu sur tout ce qui bougeait, parce que justement, on était motivé, parce qu'on était porté par l'élan et le militantisme, etc. Et peut-être sous-estimer un peu les fondamentaux économiques qui sont absolument nécessaires à vérifier pour que la pérennité des actions soit assurée. Alors après, effectivement, les façons de faire sont différentes. On a fait de la croissance organique interne, on a fait de la croissance par acquisition externe. Je peux déjà en parler un petit peu si vous voulez. On a par exemple racheté une casse automobile donc, à Aniche dans le bassin minier. Je ne sais pas si l'un ou l'autre vous connaissez Aniche, mais ça m'étonnerait. Mais Aniche, vous savez, le ciel bleu, les cocotiers et la plage, quoi. Enfin, c'est le bassin minier dans toute sa splendeur. C'est Germinal. Voilà. Et quand on est arrivé et qu'on a trouvé cette entreprise, c'était une casse automobile avec plein de cambouis, etc. C'était 14 personnes. Et la Massif, qu'on connaît bien par ailleurs, nous avait dit le dirigeant va partir en retraite, est-ce que vous voulez reprendre? Et donc, on a repris avec la Massif. C'est-à-dire que la Massif est rentrée au capital de l'entreprise de façon minoritaire. Et donc, on a créé une joint venture sociale avec la Massif, qu'on a dénommée Soluval, et qui aujourd'hui emploie 50 personnes qu'on a transformées en entreprises d'insertion. Donc, les 14 personnes initiales sont restées pour assurer l'encadrement, il a fallu les former, etc. Et puis, on a développé l'activité de l'entreprise. Ça, c'est un premier mode, donc c'est l'acquisition d'une entreprise, sa transformation et puis sa focalisation sur sa mission, sur la mission sociale et son projet social. Après, il y a d'autres façons de faire, effectivement, c'est de la croissance organique. Par exemple, je vous ai dit qu'on avait ouvert un jardin, une entreprise maraîchère à Joigny. Bon, ben, on a aujourd'hui deux entreprises maraîchères qui fonctionnent bien dans le Nord. On va capitaliser sur notre savoir-faire et on va dupliquer les invariants qui permettent d'assurer les modèles de l'entreprise à Joigny. Donc là, pour le coup, c'est le maire de Joigny qui connaissait Vitamine par ailleurs qui nous a appelé en disant « ça m'intéresse de venir, de faire de l'insertion sur mon secteur, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose ?» Donc on est allé voir et on lui a dit « écoute, Nicolas, c'est clair que nous, on peut te faire quelque chose, mais il nous faut minimum 4 hectares. Parce que voilà, on sait que pour que ce soit viable, il faut qu'on ait 4 hectares, qu'on ait un chef de culture, qu'on ait 2 chefs d'équipe et qu'on ait une quinzaine ou une vingtaine de salariés en insertion derrière. Voilà le modèle que nous, on a et sur lequel on va s'appuyer. Et donc, quand les conditions étaient remplies, on a dit on démarre. Et là, dernièrement, donc on a notre responsable qui est arrivé en septembre et le jardin démarre là en ce moment puisque les premiers semis vont avoir lieu au mois de février. Voilà pour un autre exemple. Pour cette première question, peut-être c'est... Je ne sais pas si ça suffit ou si on peut aller plus loin. De toute façon, au fil des questions, on va aller plus loin. Merci beaucoup. Il y a Stéphanie simplement qui nous notifie qu'elle est malentendante et que si vous pouvez ne pas mettre vos mains devant la bouche pour qu'elle puisse lire sur vos lèvres, ce serait super. Pendant que mon voisin ne fait pas de bruit avec le marteau, je vais en profiter pour vous poser la question suivante. Quel est le processus en fait à suivre lorsqu'on développe des partenariats pour SME? Y a-t-il une phase de test and learn, d'essayage?
Augustin, je te laisse prendre la… Ouais, nous concernant, on est encore dans ces essayages parce qu'on n'a pas encore parfaitement assis notre modèle. En fait, il y a plusieurs choses. Nous, on a d'abord filialisé une partie de l'activité pour pouvoir porter de façon plus autonome, en fait, le projet d'insertion. Et ça, on l'a fait en partenariat. Donc, on a été chercher une compétence que nous n'avions pas chez un partenaire. En l'occurrence, on ne connaissait rien en inclusion sociale et toute l'ingénierie que ça demande, l'expérience, etc. Donc, on s'est associé à la Fondation Agir contre l'exclusion, avec qui on a créé ce programme Lemonade. On a aussi pu bénéficier du soutien d'un de nos clients en fait historiques qui voulait s'impliquer sur ce sujet, qui est Danone, et qui, à travers un fonds qu'ils ont, qui est le fonds Danone Écosystème, a aussi apporté son expérience qu'ils avaient déjà 70 projets soutenus dans lesquels ils avaient co-créé l'ingénierie, etc. Donc, en gros, à nous trois, on a pu démarrer Lemonade en mettant en commun nos compétences, avec évidemment aussi d'autres difficultés que vous imaginez. Il faut bien aligner ses intérêts, sa vision, la répartition du travail, etc. Et disons que ça, c'est un autre point. Donc, nous, ça a été cette première étape. Et après, la deuxième étape, vu que la partie Lemonade encapsule toute la logistique et que finalement, ce qu'on a besoin d'essaimer, c'est cette force logistique dans les différentes antennes. C'est d'abord Lemonade qu'on a souhaité dupliquer. Et dans les modèles de duplication, en gros, nous, on a identifié 3 options dans le modèle d'essaimage, soit de tout faire en propre, sachant que ça prend forcément un petit peu de temps. Ce sont des capitaux supérieurs parce que il faut tout reconstruire, il faut construire, il faut investir, il faut avoir du temps parce que c'est pas rentable les premières années. Donc, ça, c'est la première piste. C'est ce qu'on a démarré par faire. Donc, la première antenne qu'on a créée en 2018 à Marseille, on a tout démarré de zéro et on a tout fait en propre. La deuxième option qu'on a identifiée, c'est effectivement de le faire en partenariat avec des structures existantes, mais du coup, évidemment, une répartition sur la chaîne de valeur qui est un petit peu différente. Et ça a été l'objet de notre deuxième essaimage où on a été chercher, on s'est trouvé en fait avec un partenaire local que Jean-Yves connaît bien, qui est Envie Rhône-Alpes. On avait le souhait donc d'aller sur la partie Rhône-Alpes, particulièrement à Lyon. Je rappelle que nous, on travaille beaucoup avec des structures tertiaires, donc une grosse partie de nos clients, ce sont des clients qui sont dans les métropoles françaises. Donc forcément, notre terrain de jeu, ce sont les plus grandes villes françaises. Et on s'est dit, voilà, Envie a une compétence logistique, a des entrepôts, on partage les mêmes valeurs sur la partie insertion, sur la partie économie circulaire, sur une façon de travailler. Et on a pris le temps, et ça c'est important, je pense, de l'avoir en tête, c'est que ça prend du temps, à la fois pour nouer des relations de confiance, pour bien aligner nos intérêts, pour apprendre à travailler ensemble. Il faut aussi que, évidemment, les choses soient possibles d'un point de vue technique, qu'il y ait de la place, qu'il y ait des véhicules qui puissent être dédiés, etc., etc. Donc, on a identifié ce deuxième axe en se disant, si on veut continuer à essaimer,
on ne peut pas systématiquement le faire en propre. En tout cas, ça nous intéresse aussi de le faire avec des acteurs qui sont implantés localement, qui ont envie de se diversifier sur notre métier, avec lesquels on peut travailler. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Environalp. Le troisième axe qu'on a identifié, donc dans notre stratégie d'essaimage, qu'on n'a pas encore mis en pratique, mais c'est effectivement, pour le coup, acquisition ou reprise de structures existantes qui ont envie en fait de profiter de la dynamique d'entreprise qui est la nôtre, ou pour X ou Y raison ont envie de nous rejoindre, et qui est donc une option qu'on se laisse ouverte. Super, merci beaucoup Augustin. Est-ce que Jean-Yves, tu veux réagir? Quelle est un peu votre stratégie lorsque vous vous lancez dans une création de partenariat, avant de poser les questions? Moi, j'allais donner un autre exemple peut-être, parce que la diversité de vitamines, la première chose, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais tous les facteurs réunis pour réussir un essaimage. Mais la première chose, c'est de bien identifier quels sont les facteurs positifs qui nous permettraient de penser que cet essaimage peut réussir. C'est l'exemple de nos ateliers en vie, où là, on a lancé l'année dernière la création de 3 nouveaux ateliers. 4, on avait comme projet, et finalement, on en fait 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la loi AGEC, donc anti-gaspi et économie circulaire, des possibles s'ouvrent énormes en termes d'activité sur l'économie circulaire. Et là où nous étions sur un marché de niche, le réemploi d'électroménagers, depuis plus de 30 ans, ce marché s'ouvre et Jean-Yves, on ne t'entend pas. Allô, allô. C'est bien du côté de Jean-Yves que la connexion est mauvaise? Oui. Ouais, je confirme aussi qu'on n'entend plus Jean-Yves. Bon, en attendant, on va poser une des questions à toi, Augustin. Gilles, pendant ton récit, Jules te demandait si vous avez essayé de vous appuyer sur des acteurs locaux déjà existants. Alors, tu en as parlé, mais je pense qu'il faisait peut-être référence à des concurrents, éventuellement. Je ne sais pas. Gilles, si tu peux préciser ta question. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Effectivement, est-ce que ça a créé sur place ensuite une concurrence? Voilà, c'était juste une interrogation. Oui, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, partout en France, il y a des solutions de gestion de déchets. Donc, à partir du moment où on se développe, il y a forcément un peu d'enchevêtrement avec des activités existantes, donc de concurrence, parce qu'on est quand même dans un champ de la concurrence, et c'est un marché sur lequel on bataille aussi avec des mastodontes. Hein. Il y a beaucoup de marchés sur lesquels on va se retrouver en concurrence avec Veolia, avec Suez. Alors maintenant, ils ne font plus qu'un, donc ça commence à être vraiment costaud. Avec, je ne sais pas, Paprec, de Richebourg, des très grosses structures. Et moi, j'aime bien aussi ce sujet un peu c'est-à-dire d'opportunité. Il y a des choses qui se font, qui se défont. Et les acteurs que je viens de citer, avec certains d'entre eux, on travaille bien, d'autres pas du tout. Il y a des endroits avec des géographies sur lesquelles, pour la même entité de ces gros groupes, on s'entend bien et on fait des choses ensemble, et d'autres pas du tout. Donc, en fait, là, c'est pas du tout uniforme. Et par ailleurs, on est quand même, nous, pas mal dans une vision de coopération. C'est-à-dire, typiquement, là, ce qui s'est passé avec Environalp, on n'était pas dans un champ concurrentiel, mais on avait vraiment la volonté de se dire, bon, bah, nous, on est nouveau sur cette géographie,
il y a un acteur qui a une antériorité forte. Appuyons-nous aussi sur des choses existantes, compatibles, et je pense que c'est ça le terme important, compatibles avec voilà, la façon dont on opère, c'est-à-dire ce qu'attendent nos clients, ce qu'on vend, etc. Donc, on est toujours dans une volonté de partenariat, de se dire, OK, qu'est-ce qui existe, sur quel territoire, est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Ça, c'est la première étape. L'étape 2, s'il n'y a rien qui correspond, là, on envisage plutôt de le faire en propre. Quand je dis s'il n'y a rien qui correspond, ça peut aussi être une histoire de timing. Je ne sais pas si Jean-Yves avait prévu d'en parler, mais on a ouvert une antenne à Lille, à l'Équin, donc vraiment collé à Vitamine T. Hein, nos entrepôts sont assez voisins. Et notre intention première, c'était de le faire ensemble. Donc, j'avais rencontré Jean-Yves dans ce cadre-là pour lui proposer de créer cette structure ensemble. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas suffisamment de bande passante côté Vitamine T, déjà trop de projets, trop d'activités, pas finalement de ressources. Du coup, c'est le retour de Jean-Yves, je pense qu'on pourra en reparler. Ouais, je suis revenu. Excusez-moi, mais je suis en télétravail, ma connexion Internet a tapé. Enfin voilà, donc je suis revenu avec mon mobile, mais ça va, je suis avec vous. La question qui est posée, Jean-Yves, c'est dans l'essaimage, est-ce qu'on le fait systématiquement en partenariat? Est-ce qu'il y a un sujet aussi de concurrence avec des acteurs locaux existants? Et j'expliquais typiquement, côté Lemon Tree, quelle était notre démarche d'aller en premier lieu, effectivement, voir des acteurs qui sont implantés localement avec qui on peut faire des partenariats. Ce qu'on a fait ensemble et un des points importants, c'est aussi le calendrier et la possibilité pour l'acteur qu'on sollicite de pouvoir tenter, mener le projet avec nous. Donc, je disais qu'on s'était rencontrés dans ce cadre-là, que on avait fait la démarche pour se dire, est-ce que sur l'antenne du Nord, de Lille en particulier, puisque on est voisins, est-ce qu'on avait la possibilité de le faire ensemble? Finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait effectivement peu de bandes passantes chez vous et pas mal d'activités qui se montaient et que ce n'était pas forcément propice à le faire sur ce calendrier. Donc, le calendrier est un point important. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne le fera pas du tout. C'est-à-dire, en fait, on peut avoir des calendriers différents et puis qu'à un moment, ça se débloque différemment, qu'on trouve des nouveaux axes de collaboration. Typiquement, nous, notre antenne lilloise aujourd'hui, elle n'a pas de statut d'EI, ce qui est assez différent de ce qu'on a donc à Marseille ou à Pantin. Aussi parce que c'est une petite structure et que monter une entreprise d'insertion, ça demande quand même un niveau d'encadrement et qui est quand même suffisamment de salariés pour justifier un programme qui est un peu dense. Surtout, nous, la façon dont on a abordé ce sujet, il y a une très grosse partie qui est dédiée à l'accompagnement, à la formation, etc. Donc, monter un programme, entre guillemets, aussi lourd pour 1 ou 2 salariés, c'est trop tôt. Et quand je dis c'est trop tôt, je me dis que demain, on pourra de nouveau, avec Vitamine T, regarder s'il y a des axes de collaboration pour le développement, nous, de nos activités, et puis bénéficier de toute l'expérience et tout le réseau qui est déjà existant dans le Nord chez Vitamine T. Donc, voilà, concrètement, nous, on est toujours dans cette démarche de coopération, c'est-à-dire avant tout regarder ce qui existe et essayer d'aligner nos intérêts. Je crois que la question a été posée de se dire quels sont les intérêts communs. C'est développer de l'activité, développer de l'emploi, parce que c'est quand même important de le rappeler. Nous, c'est une de nos 2 grandes missions, la partie environnementale, la partie sociale.
Et puis après, c'est aussi une façon de travailler. Là, la compatibilité, en fait, on ne la voit pas d'un coup d'un seul. C'est en travaillant ensemble qu'on voit si les process, la façon dont les décisions sont prises, l'agilité, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Merci Augustin. Alors, on a une question pour Jean-Yves de Sébastien. Pourrais-tu nous en dire plus sur le rôle de votre incubateur, la Fabrique Vitamine T, dans cette politique d'essaimage du groupe? Alors, clairement, l'idée de la fabrique, c'est de dire que des idées, on en a plein et qu'il faut qu'on les porte et qu'on les transforme. Et du coup, on prend soit des porteurs de projets ou soit des chargés de mission qu'on salarie nous-mêmes sur des sujets bien identifiés et on leur demande de faire de l'étude action et parfois même on va jusqu'à la concrétisation. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On a incubé par exemple une porteur de projet sur un projet de reprise de contenants et de nettoyage, de contenants en verre, de nettoyage et de remise en route. Et finalement, ça n'a pas débouché. Bon, ben, c'est tout. Voilà, on ne réussit pas toujours à 100%. Là, actuellement, on a des chargés de mission qui travaillent sur des sujets d'économie circulaire et sur l'isolation sur l'isolation, donc la récupération de déchets du bâtiment et aussi sur l'isolation des bâtiments. Donc voilà, on a bon espoir que ça fonctionne. Donc la fabrique, c'est juste c'est pas une entité juridique en tant que telle, c'est juste un écosystème qui permet de mobiliser toutes les ressources de vitamine T et les compétences. Et quand c'est comme ça, on travaille donc en task force et les services de la DAF, donc le financier, les services des richesses humaines, les services des aspects plus accompagnement social, les services du développement, du marketing, tout le monde se met autour de la table pour porter le projet. Voilà comment on fonctionne. Merci beaucoup Jean-Yves. Une question d'Arnold sur le temps. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision sur le temps que ça met de mettre en place ce type de partenariat? Pour nous, c'est très variable. Hein. Il y a des partenariats il y a des essaimages qui ont démarré très très vite, et puis il y en a d'autres qui ont pris 2-3 ans. Bon, après, pour le coup, l'avantage d'être dans le groupe Vitamine T, c'est qu'on a une assise financière qui permet aussi d'incuber pendant 3 ans sans problème une activité émergente. Ça a été le cas quand on a fait notre laboratoire de transformation de produits bio. Ça a mis 3 ans avant qu'on trouve le point mort. Et puis, la 4e année était positive. Et là, on est dans la 5e année. On vient d'upgrader le labo et doubler de surface. Et tout ça a été possible parce que des partenariats, notamment, je l'ai dit, avec Biocop, ont pu être noués et puis ont porté l'entreprise. Donc, c'est vraiment variable. Hein. Il y a des choses qui vont très vite et il y a des choses qui sont plus longues. Alors, tout à l'heure, j'ai été coupé, je m'en excuse encore. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'essaimage, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est il faut identifier quels sont les points d'appui sur lesquels on peut se poser. Par exemple, l'exemple d'Envinor, donc avec les trois ateliers qu'on ouvre finalement, on en avait prévu 4, donc il y en a un finalement, l'écosystème à Creil n'est pas suffisamment mûr pour l'instant, donc on a abandonné. En revanche, à Pierrefitte, on avait des locaux en propre, et donc c'était un espace très favorable, et puis on est dans une zone commerciale très proche, donc commercialement c'est très puissant, et donc ça va tirer, il faut donc plutôt travailler les dimensions maintenant production. Et sur Hénin-Beaumont, on est à 50 mètres à vol d'oiseau des entrepôts de Boulanger, et on noue un partenariat avec Boulanger, donc il y a des facteurs locaux qui sont favorables. Et sur Saint-Quentin, on a eu des conditions d'implantation industrielle Nestlé qui quitte pour une grande part ces locaux d'Itancourt, et donc il y a une requalification de ces locaux et une réindustrialisation, donc les conditions d'implantation sont hyper favorables. Donc voilà, quels sont les facteurs favorables qui permettent de dire on appuie notre développement, et ce qui permet de favoriser le développement. Ce n'est pas toujours les mêmes dimensions qui sont favorables, et puis de compléter par ce qui est nécessaire pour pouvoir aller vite et donner toute la dimension au projet.
Merci Jean-Yves. Est-ce que Augustin, tu as quelque chose à ajouter par rapport au délai que ça prend avec les monnaies, par exemple? Pour moi, il y a deux sujets en fait sur ce timing. Il y a cette partie partenariale. Donc là, effectivement, je rejoins Jean-Yves, c'est très variable en fonction du partenaire et puis de finalement comment s'articule la chaîne de valeur. Et donc, ce serait assez difficile Ouais, je peux juste vous dire là d'expérience sur la création de Lemonade, ça a pris à peu près 8-9 mois pour monter le partenariat. Avec Environalp, ça a été une grosse année. En plus, quand il y a des géographies différentes, voilà, alors, les visios accélèrent quand même pas mal le sujet, mais il faut aussi, ça prend aussi un peu de temps de faire les rendez-vous, de visiter des sites, etc. Donc ça, c'est le premier point qui est le temps pour nouer un partenariat. Et moi, j'estime que de se donner au moins 6 mois pour créer une relation de confiance et voir si on est bien aligné et fait pour travailler ensemble, c'est pas mal. C'est dur de faire plus court. Et après, il y a le sujet du temps de la rentabilité, parce que créer une nouvelle structure, et là, c'est ce que disait Jean-Yves, il faut avoir du temps pour assumer que, évidemment, au départ, il faut avoir un peu de fonds et de trésorerie pour assumer un lancement d'activité. Donc, y compris quand on fait un partenariat avec des structures existantes, on raccourcit finalement ce temps parce que une bonne partie, notre métier, c'est quand même beaucoup des entrepôts, des camions, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de capitaux. C'est assez... Donc, quand il y a déjà une structure en place avec du matériel amorti, des choses, ça peut aller un petit peu plus vite. Mais oui, pour la première antenne qu'on a faite de zéro, il a fallu plus de 3 ans pour qu'elle arrive à l'équilibre. Donc, mais je pense que c'est aussi spécifique à notre industrie et qu'il y a plein d'autres activités où ça peut aller plus vite, ou au contraire, des activités très très lourdes où les investissements ils sont étalés sur 10-15 ans. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de règles. Hein. C'est un peu lié aussi au secteur. Une question de Stéphanie. Sur le plan juridique, qu'avez-vous changé dans vos statuts ou prévus en amont pour permettre ces partenariats financiers, techno, commerciaux? J'allais dire, on n'a jamais rien prévu, hein, c'est-à-dire qu'on adapte la coquille juridique au type de partenariat qu'on va mettre en place. Les partenariats, ça démarre par... ça peut être tout simple par une convention de partenariat, justement. Ça peut être un contrat commercial. Ça peut être plus engageant parce qu'on veut créer ensemble une structure juridique. Auquel cas, on fait une joint venture sociale. C'était le cas, par exemple, chez nous, pour Envie 2E, quand on a décidé de démarrer notre usine de traitement d'équipements électriques et électroniques. On avait fait toute l'étude de faisabilité et on est allé voir Veolia, Suez, à l'époque à La Défense. On est allé dans leur bureau, rue des Trois Fontaneaux, là-bas, et pour leur présenter le projet en disant on veut faire ça avec vous, parce que nous, on n'avait pas les 3 millions d'euros pour mettre le broyeur à frigo. Et ils nous ont dit à l'époque, c'est hyper intéressant, on reste en veille, on reste en veille, on reste en veille. Bon, mais nous, c'est pas ça qu'on attendait, on voulait qu'ils investissent à nos côtés. Et finalement, on a trouvé un partenaire un peu par hasard, qui est un belgo-néerlandais, qui était le groupe Van Gans Winkel. Donc aujourd'hui, c'est le groupe Renewy. Ils ont changé de nom, et qui nous a dit, mais nous, on a un broyeur à frigo d'occasion et on noue un partenariat avec vous. Donc on a d'abord signé une intention de collaborer. Donc c'était une lettre, une simple lettre. Et puis on a signé un protocole de partenariat avec des engagements réciproques.
Et puis, bien sûr, tout ça avec de la confidentialité, des clauses de confidentialité. Et puis, finalement, on a décidé de créer une entreprise ensemble. Et même d'en créer deux. On a créé Envie de The Nord. Donc, le groupe Van de Winkel a pris une part minoritaire dans notre capital. Et eux, ils ont créé une filiale qui s'appelle Coolrec France. Et nous, on a pris une part minoritaire dans leur filiale. Eux, ils ont pris la gestion du broyeur à frigo. Et nous, on a pris toutes les autres activités connexes, la logistique pour aller chercher les produits, et puis le tri, les pré-traitements, etc. Avant que, et puis un certain nombre d'autres activités, le traitement des écrans, par exemple, on l'a gardé pour nous, et en revanche, tout ce qui était frigo partait chez Coolrec France. Et le modèle fonctionne depuis 15 ans, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est équilibré, et la gouvernance, elle est qu'ils ont créé une SAS, et nous avons créé une SAS, vous avez bien compris, que chacun a une part minoritaire chez l'autre, donc on est dans la cuisine du voisin et on regarde ce qui se passe chez le voisin. Et en fait, finalement, les conseils de gestion de chacune de nos sociétés anonymes par action simplifiée se faisaient les uns après les autres. Et puis finalement, les deux conseils de gestion se sont fusionnés. Enfin, ils se tiennent en même temps puisque ce sont les mêmes personnes. Simplement, donc quand il y a des décisions pour l'une ou pour l'autre entreprise, on fait bien sûr deux procès-verbaux différents pour les deux entreprises, mais on fonctionne complètement en même temps et on fonctionne en complète symbiose. Et du coup, c'est du partenariat gagnant-gagnant. On vérifie bien que la valeur est bien répartie entre les deux entreprises par les contrats commerciaux qui existent entre les deux entreprises. Et finalement, c'est la synergie entre ces deux entreprises qui a permis que le modèle fonctionne complètement, quoi. Et alors, depuis 15 ans, je ne vais pas vous dire que ça a toujours été idyllique. Nous sommes des humains et que chez Coolrec France, ils ont changé 5 fois de président depuis 15 ans. Chez nous, c'est plutôt stable. Donc, mais il y a des présidents avec qui ça se passait très bien et il y a des présidents avec qui ça se passait moins bien parce qu'ils tiraient un peu la couverture à eux. Et donc, c'est toujours dans la discussion qu'on a recherché l'intérêt des entreprises et qu'on a pu construire une offre aux clients, donc qui sont les éco-organismes, la plus percutante possible. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, si vous voulez. Donc la gouvernance, pour moi, elle est adaptée au mode de collaboration que l'on veut. Je vous redis, soit vous êtes en partenariat avec un partenariat juste commercial, et puis là, vous blindez dans votre contrat commercial la nature du partenariat, qui n'est pas forcément que financière. Ça peut être aussi des moyens, ça peut être des synergies, des approches clients, etc., ensemble. Soit vous allez jusqu'à créer quelque chose qui est du long terme, durable, qui est du hard, qui est la structuration juridique, quoi, qui peut être le mode joint venture sociale ou joint venture tout court. Merci Jean-Yves. On a une autre question d'Arnold qui vous demande quels outils de veille ou type d'équipe disposez-vous pour assurer le benchmark et détecter de nouvelles opportunités? Augustin, tu peux prendre le relais. Ouais, c'est une équipe extrêmement fournie, hein, donc Emmanuel et moi. Après, en fait, comme nous, notre activité, c'est aussi d'être pilote de l'ensemble des déchets pour le compte de nos clients. On passe notre temps à chercher des nouvelles filières, des nouveaux partenaires, des nouveaux exutoires sur différentes géographies, etc. Donc, en fait, on est dans une démarche naturellement proactive pour trouver des solutions. Et à partir de là, je pense qu'on identifie quand même pas mal de structures et d'options. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est effectivement de physiquement faire ces rencontres, de provoquer les choses, et puis de passer ces fameux, je dirais, 6 mois pour voir si ça colle. Donc, et là, c'est dans le cas de partenariats quand même assez avancés. Pour faire des partenariats commerciaux, comme le disait Jean-Yves, c'est une option quand même assez rapide pour mettre un premier pas, un premier pied dedans. Là, on fait un contrat commercial, ça marche pas, ça peut se défaire.
c'est quand même beaucoup moins engageant qu'une JVS où c'est vraiment un mariage. Et là, il faut quand même avoir bien abordé le sujet. Moi, je rebondis sur le point de la gouvernance et je pense particulièrement avec des grands groupes où il y a une tendance quand même naturelle à des changements de poste réguliers. Dans notre partenariat avec le groupe Danone, là, en 6 ans, c'est le 4e DG qui gère notre dossier. Donc forcément, il faut que derrière, il y ait une vraie robustesse du projet juridique, de l'explication des intérêts, pourquoi on a fait ça, où on veut aller, etc. Parce que on n'a pas toujours les mêmes affinités avec chaque partenaire, enfin, chaque interlocuteur. Et lui-même, il peut avoir un agenda un petit peu différent. Donc là, il y a quand même une vraie importance d'avoir, bien travaillé le sujet au départ et d'avoir aligné ses intérêts. Et puis 2, d'avoir quand même bordé un peu les choses pour que les hommes puissent passer et les projets rester. Merci Augustin. Stéphanie nous demande si vous êtes fait accompagner dans cette démarche, par quelle structure, cabinet, si c'est le cas. J'imagine que Jean-Yves, pas vraiment avec l'expérience que vous avez, mais est-ce que éventuellement Augustin, au début, vous êtes fait accompagner? Je dirais pas un peu dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, on est quand même dans une démarche assez coopérative et on est aussi assez humble face au projet que ça représente. C'est-à-dire que c'est une mission qui est tellement vaste qu'on est bien conscient qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, nous, effectivement, on a souvent été chercher des compétences qu'on n'avait pas à l'extérieur, soit par l'intermédiaire, effectivement, de partenariats, soit aussi pas mal par des structures d'accompagnement plus que des consultants ou des cabinets spécialisés. On a écumé pas mal d'incubateurs, on a du coup pu bénéficier de différentes expertises, aussi à travers nos actionnaires. Hein. Lemon Tree, au départ, il y a plus de 40 business angels qui sont venus avec nous dans cette aventure. Je vois la photo d'Olivier Brett là, qui est voilà, fait partie de cette des démarrages. Donc, en fait, on a surtout été chercher ces compétences dans notre réseau, que ce soit des réseaux structurés d'accompagnement, que ce soit parmi nos actionnaires, que ce soit parmi nos contacts et nos réseaux personnels. On a aussi créé cette entreprise à la sortie de nos études, donc on était encore pas mal connectés à nos écoles qui, du coup, ont pu mettre à disposition des profs, des chercheurs, des gens qui sont experts sur certains sujets. Voilà. Et puis, il y a pas mal d'échanges entre pairs. Et je pense que le mouvement Impact France est un très bon exemple. Partage d'expériences, on rencontre physiquement aussi des personnes avec lesquelles voilà, on a des affinités, des problématiques communes. Et il y a comme globalement, et ça c'est quand même quelque chose que je tiens à souligner et que je trouve absolument extraordinaire, il y a une bienveillance. Nous, on a été énormément aidés, conseillés de façon gracieuse, juste parce que voilà, le courant passait bien, les gens avaient, je pense, une affinité et une empathie pour le projet qu'on souhaite développer. Donc voilà, ça s'est fait quand même beaucoup plus par cet intermédiaire que par l'achat de prestations et aussi entre nous, parce qu'on n'avait pas du tout les moyens de s'offrir ce genre de service. Top, super, merci Augustin. Ah oui, Jean-Yves, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, non, mais juste appuyer sur le fait qu'il a raison, Augustin, de dire qu'il y a des réseaux qui existent et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter, quoi. Alors, ça peut être le MIF, ça peut être des réseaux, les fédérations aussi, en fonction du métier dans lequel vous allez vous développer. Mais il y a énormément de choses qui existent. Il ne faut pas penser toujours qu'il faut aller chercher le consultant ou l'avocat pour blinder les choses, quoi. Il faut rester frais aussi. Alors, c'est vrai qu'il faut... on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et qu'il faut parfois blinder un certain nombre de choses. Mais si on veut entreprendre, il faut pas se
se cantonner à des choses qui seraient trop blindées, quoi. J'incite vraiment à aller vers les réseaux, les fédérations comme telles, quoi. Voilà. Super, merci Jean-Yves. On a Sébastien qui nous demande si tu peux mettre dans la conversation la personne référente de la fabrique Vitamine T. Alors, je suis sur mon portable mobile là, et je ne sais pas comment je vais faire ça, mais oui. Alors, je peux vous le dire. En tout cas, il s'agit de Mathieu Lagache, et son mail, c'est simple, mathieu.lagache@groupvitaminT.com. Voilà. Mais Mathieu avec 2 T. Ouais. 2 TH. Très bien. Merci. Peut-être que tu peux rebondir sur la question suivante de Paul. Est-ce que vous pourriez revenir sur la logique de joint venture social? Alors, oui, joint venture social, c'est clair, c'est une association entre deux entreprises qui se mettent pour créer une entreprise en tant que telle. Alors, elle est sociale parce que sa finalité est sociale. Donc, dans les statuts, on note bien que son objet statutaire, c'est le bien commun. Donc, chez nous, c'est l'insertion par l'activité économique qui en est le vecteur. Dans toutes nos joint ventures sociales, en tout cas chez Vitamine T, c'est Vitamine T qui est majoritaire, ce qui permet de garantir que le projet social sera conservé et ne sera pas dévoyé. Et puis après, nous, on paxe toujours des pactes d'actionnaires, ce qui n'est pas obligatoire. Mais quand on crée une joint venture sociale, il n'y a pas de dividendes qui sont versés. C'est-à-dire que les partenaires qu'on choisit acceptent que la rentabilité de l'entreprise soit remis au développement de l'entreprise et non pas pour financer, pour remonter dans la poche des actionnaires, quand bien même c'est d'un côté Vitamine T et de l'autre côté l'autre entreprise, quoi. Donc nous, on a aujourd'hui 4 joint ventures sociales. On a une joint venture qui s'appelle Team avec le groupe Vinci. On en a une qui s'appelle Janus avec le groupe Adéco. On en a une qui s'appelle Envie 2E avec le groupe Renewy. Et puis, on en a une qui s'appelle Solival avec la Massif. Voilà. Donc, à chaque fois, ils sont minoritaires. Ils ont accepté de ne pas être rémunérés et ils sont là à nos côtés, d'abord pour nous aider à développer l'entreprise. Et donc, ils apportent aussi leur expertise technique, notamment, ou leur expertise métier pour qu'on puisse développer les entreprises. Leur motivation elle est claire, hein, ça peut être du greenwashing, c'est leur RSE. Est-ce que c'est important pour eux ou est-ce que c'est du marketing? J'en sais rien, peu importe. En tout cas, ça nous aide à développer des beaux outils, des belles entreprises sociales. On a aussi une question de Frédéric pour Augustin. Est-ce que vous avez étudié beaucoup d'autres villes avant d'aller à Lyon? En fait, nous, on regarde où est-ce qu'on est le plus pertinent. Et on risque de rabâcher un peu, mais le sujet, c'est où le tri est le moins bon. Donc, le tri, statistiquement en France, il est quand même beaucoup moins bon dans les zones urbaines denses. Donc, effectivement, de se rapprocher des grandes villes françaises, ça a du sens pour porter cette mission-là. Et notre autre mission, c'est évidemment d'être pertinent d'un point de vue emploi, donc aller là où les taux de chômage sont élevés. Et ça, c'est déjà une première grille de lecture pour nous. Donc, plus le tri est mauvais, plus le taux de chômage est élevé, plus c'est un lieu qui potentiellement nous intéresse parce que c'est là où on aura le plus d'impact. Donc ça, c'est une première grille de lecture. Après, évidemment, il faut que l'activité puisse se développer, donc qu'il y ait un tissu d'entreprise, une activité économique quand même suffisamment dense pour assurer notre développement, enfin, qu'on ait des clients, hein, très concrètement. Donc là, ça, c'est cette deuxième grille de lecture. La troisième, et c'est tout à fait en lien avec
cet échange. Il y a aussi un sujet d'opportunité, là où on trouve des partenaires, des zones où il peut y avoir finalement un environnement concurrentiel plus ou moins propice, hein, parce que voilà, c'est aussi important de regarder ça. Donc c'est un doux mélange de tout ça. Pour être tout à fait transparent avec vous, on a une très grosse matrice dans laquelle on rentre tout un tas de données dont les principaux critères sont ceux que je viens de vous donner. Et ça sort des scores par ville. Et après, on choisit de respecter ces scores ou pas en fonction voilà, des opportunités, de nos envies. Donc, il y a une partie très théorique et après, il y a une partie plus humaine, des endroits où on a envie d'aller, des endroits avec lesquels on a des affinités. Mais ça répond quand même initialement à une logique voilà, assez statistique, assez froide, malheureusement. On avait une question sur la gouvernance. Alors, vous en avez plus ou moins parlé, mais comment est-ce que ça a changé un peu votre rôle, votre vie au quotidien, d'avoir toutes ces entités partout en France? Alors, Jean-Yves, j'imagine que quand tu as pris la direction de Vitamine T, il y avait déjà beaucoup de filiales, mais pour Augustin, qu'est-ce qui a changé dans ton modèle de gouvernance? Alors, je pense, nous, en plus, il y a un timing un peu particulier parce que cet essaimage, il s'est pas mal accéléré en temps de Covid. Et du coup, à un moment où on a eu un déploiement quand même beaucoup plus important de télétravail, de décentralisation, en fait, ou en tout cas de décorrélation de la présence physique et du système de décision, d'organisation de la boîte. Donc, en gros, nous, ce qui a changé, c'est que c'est plus décentralisé. Bah, on a démarré, on était deux à Paris et forcément, c'était très, très centralisé. Aujourd'hui, il y a une mobilité des collaborateurs. Donc, les salariés, ils vont plus volontiers travailler sur une antenne ou sur l'autre. Donc, ça, c'est sympa parce que ça crée des opportunités aussi pour des gens qui étaient peut-être venus initialement à Paris pour trouver un premier boulot et qui aujourd'hui ont le souhait d'aller dans d'autres antennes. En tout cas, c'est plus dans ce sens-là que dans l'autre, hein. Il y a peu de gens qui viennent de régions et pour rejoindre le siège parisien, le siège pantinois d'ailleurs, hein, parce qu'on est installé dans le 93. Et oui, du coup, il y a une volonté de notre part de décentraliser, et je pense que l'essaimage est tout à fait propice à ça, parce qu'il y a certaines compétences qui se développent dans certaines antennes plus que d'autres. Donc, ça peut être à la fois des compétences transverses qui sont incarnées à un endroit. Je sais pas, là, c'est un mauvais exemple, mais se dire, je sais pas, toute la finance, elle est gérée à Lille. Donc ça, c'est une première option. Et puis après, nous, dans notre métier plus spécifiquement, comme on gère une multitude de déchets et que certains ont besoin d'être massifiés, donc vraiment qu'on densifie l'arrivée de flux pour pouvoir créer derrière une filière de transformation, et ben, là, il y a des spécialisations par antenne et par région. Ce que disait aussi Jean-Yves sur la partie envie de œufs, sur les frigos. Si j'ai bien compris, la envie de œufs, le spécialiste du frigo dans la fédération envie. Bah, nous, c'est un petit peu pareil. Donc, voilà, on est en train, par exemple, à Marseille, de pousser davantage les sujets du plastique parce que l'enjeu en Méditerranée des plastiques, il est encore plus fort que dans d'autres régions de France. Et du coup, il y a des pôles de spécialisation. Voilà, chaque antenne a un peu ses spécificités. Et puis, moi, ce que j'appelle une couleur, quoi, qui est aussi l'héritage de la région, de l'héritage économique. Il y a forcément des choses qu'on retrouve de façon plus concentrée et plus facile à mettre en place
certains endroits qu'à d'autres. Super, Augustin, merci. Jean-Yves, un point à ajouter par rapport à je pense sur la gouvernance, cette question sur la gouvernance, qui détermine les priorités des équipes si vous êtes adressé à des segments différents dans l'unité? Non, nous, on a été confrontés à ces questions-là par le changement d'échelle. Donc, ça, c'est encore une situation qu'il faut regarder en face. On avait une structure très pyramidale et puis on a organisé, je vous l'ai dit, en pôle d'activité pour que justement il y ait des délégations qui soient claires et qu'on puisse agir en subsidiarité maximale, c'est-à-dire que chaque décision qui peut être prise plus proche du terrain doit l'être. Donc on essaye, c'est pas facile, hein, on essaye de mettre ça, d'opérationnaliser ça au maximum. C'est un travail de tous les jours, mais clairement, si on n'avait pas fait cette mutation-là, le groupe n'aurait pas pu continuer son développement. Donc non, j'ai rien d'autre à rajouter. Simplement dire peut-être qu'on a quand même pas mal de services qui sont centralisés parce qu'il y a beaucoup d'expertise très très pointue qui s'imposent désormais aux entreprises sur chaque métier. Donc on a besoin d'avoir de la mutualisation d'informations et pour ça la centralisation c'est bien. Et en même temps, par exemple sur la partie sociale et d'accompagnement, c'est pas la centralisation qui est la bonne chose, c'est la décentralisation qui est la meilleure. C'est-à-dire que plus près on est des gens, et plus on peut les écouter, plus on peut nouer la confiance et plus on peut les faire progresser. Et c'est ça notre premier métier. Donc tout ce qui est mission sociale, elle est au plus proche du terrain. Et tout ce qui est, pour aller vite, finance et oui, finance, paye, etc. Tout ça, c'est centralisé. Et puis après, on a des choses qui sont entre les deux. C'est par exemple toutes les questions sécurité, hygiène, environnement et qualité. Qui sont qui nécessitent à la fois des expertises très pointues et une veille, et autant la mutualiser, donc elle est centralisée, et des expertises qui sont très proches du terrain parce qu'il faut que les choses soient mises en place, vérifiées et qu'on soit dans l'amélioration continue. Donc en fonction des items, on s'adapte, mais c'est vraiment une question de vigilance quotidienne. Bien, merci. Une question par rapport à cette adaptation, justement. Quelle est la différence entre un partenariat privé, public, ou avec une petite structure et une grande structure? Est-ce que vous vous adaptez, ou plutôt comment vous vous adaptez aux différents types de structures? Un partenariat, il doit être gagnant-gagnant. Donc, le premier principe, c'est d'écouter son potentiel partenaire et de savoir qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il attend, quelle est sa motivation. Quand on comprend et qu'on rentre dans ce schéma-là, alors on peut s'ajuster. Ça ne veut pas dire se renier, ça ne veut pas dire ne pas savoir qui on est et ce qu'on veut nous-mêmes. Mais ce travail-là, il me paraît très important pour que le partenariat soit gagnant-gagnant et que ça fonctionne. Excusez-moi, j'ai... Donc, après, que ce soit du privé ou du public, ils n'ont pas les mêmes drivers, j'allais dire. Ce n'est pas les mêmes objectifs qui les motivent. Et du coup, il faut s'adapter. Et après, petit, gros, on n'a pas à rougir. Le tout, c'est d'être centré, de savoir qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Une fois qu'on a bien clarifié cela, on se positionne face aux partenaires. Et puis des partenaires, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, il faut savoir. Mais dernièrement, j'ai eu des discussions importantes avec le groupe Boulanger par rapport au site d'Hénin-Beaumont. On était parti avec des belles idées des deux côtés, hein, tout au début du partenariat. On a mis 1 an de discussion par rapport à la temporalité qu'on abordait tout à l'heure. Ça a pris 1 an de discussion. Et finalement, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus modeste, mais qui leur correspond et qui nous correspond. Et on se dit, on va construire par quelque chose de plus modeste, on va capitaliser, on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les limites, et voir si on peut aller plus loin après ensemble. L'idée, ce n'est pas de dire on fait quelque chose d'énorme pour être clinquant ou bien vu, etc. Et puis se planter. Donc voilà, donc, je pense que c'est vraiment de l'orfèvrerie. Un partenariat, c'est de l'orfèvrerie, et c'est s'adapter l'un à l'autre.
Merci. Merci beaucoup. Augustin, est-ce que tu veux peut-être conclure la matinée par rapport à ça, l'adaptation que vous faites par rapport à différents partenariats? Et également, j'en profite pour poser une question de Benjamin. Au niveau comptable, chaque entité est-elle indépendante ou c'est un groupe? Sur le sujet des partenariats, donc nous, on n'a pas vraiment de partenaire public, si ce n'est quand même d'un point de vue financier, quand même des certains, on va dire, soutiens et même des associés qui sont des structures publiques. Mais dans le partenariat tel qu'on l'entend actuellement, nous, on est quand même moins rompu à l'exercice du partenariat public. Mais sur la taille des structures, c'est vrai que on a certains de nos partenaires qui sont des toutes petites boîtes et d'autres des grosses structures du CAC 40. Et je pense que forcément, avec des plus grosses structures, il y a plus de process existants, il y a plus de prudence, il y a une vigilance aussi accrue d'un point de vue image, etc. Donc, ça prend forcément un peu plus de temps, c'est toujours très bordé juridiquement, hein, c'est des contrats qui font des dizaines de pages. Donc, il faut être prêt dans des partenariats, à mon sens, hein, avec des grands groupes quand on est une petite structure, à accepter un certain formalisme, à accepter un reporting qui est nécessaire et qui est parfois un peu lourd, hein, quand on est entrepreneur un peu au four et au moulin, etc., et qu'on se retrouve à faire des rapports et des slides, etc. On peut être un peu tanné par ça, mais en réalité, le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait où on met les pieds et puis on sait ce qu'apporte ce partenariat, il faut savoir jouer ce jeu-là. Sinon, on s'interdit en fait tout simplement d'être à la table avec oui, des structures qui sont beaucoup plus grosses et qui forcément voilà, demandent ce type de formalisme. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois de plus flagrant. Et pour répondre à la question comptable, effectivement, hein, nous, on n'a pas non plus une multiplicité d'entreprises, en fait. Aujourd'hui, on ouvre plutôt des établissements. Donc, tout ça est rattaché à un tronc commun. On peut parler de maison mère, mais encore une fois, c'est un peu, je trouve ça un peu prétentieux de parler de maison mère alors qu'il n'y a pas 50 000 trucs, hein. Donc, oui, juridiquement, c'est assez. Donc, entre les moteries et les monettes, ce sont deux entités juridiques distinctes, mais il y a un lien mère-filiale. Donc, on est l'actionnaire majoritaire, hein, de Lemonade. Merci pour ce retour, Augustin et Jean-Yves. C'était très riche. Merci à tous les participants également pour cette matinée. Il y a eu beaucoup de questions. J'en ai posé pratiquement pas. C'est du coup bon signe. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et au plaisir de se revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir.